Bonjour, bonjour Daniel. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle des poisons de la vie, ce qui nous empoisonne quotidiennement. À quel niveau? Surtout au niveau énergétique, mental, d'abord, et évidemment le physique aussi. Mais le physique, ça, on le connaît plus. On a plus de données sur le physique. Mais au niveau mental, ce qui nous empoisonne, ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Bon. Qu'est-ce qui fait que quand on parle ou quand on communique, on essaie toujours de communiquer le minimum de ce qu'on est? Ça, c'est une autre question. Que je réserve plus tard. On va d'abord parler des poisons. Bon. Il y a les poisons extérieurs et il y a les poisons intérieurs. Tu sais qu'on parle desquels? Les poisons qui viennent de l'extérieur d'abord. Bon, les poisons qui viennent de l'extérieur, c'est les faiblesses des autres. Et les faiblesses des autres peuvent servir l'astral pour nous empêcher d'avancer, pour nous court-circuiter au niveau de certains corps énergétiques. C'est-à-dire que la faiblesse chez quelqu'un peut te court-circuiter au niveau du plan physique. La personne va t'agresser physiquement. La faiblesse chez quelqu'un peut servir l'astral aussi pour te court-circuiter au niveau du plan vital. Elle va te têter à un point tel que tu ne seras jamais en santé, tu ne seras jamais énergisé, pépé, tu as de la difficulté à gérer ton corps physique, puis probablement gérer ta psychologie. Les faiblesses chez autrui peuvent aussi servir l'astral pour nous court-circuiter au niveau astral, au niveau psychologique. Alors là, tu court-circuites ton mental, c'est-à-dire que tu es tellement mal pris avec les problématiques psychologiques que tu n'es plus capable de gérer ta vie au niveau du mental. Et il y a aussi des poisons au niveau mental, c'est-à-dire que les individus de l'extérieur peuvent être manipulés par l'astral de façon à venir court-circuiter ton mental. Alors de ce fait, tu ne seras plus capable de prendre des bonnes décisions parce que les gens vont sans cesse te suggérer des choses qui vont mélanger ta pensée ou tes structures mentales, donc qui vont t'amener à un court-circuit. Et tous ces poisons extérieurs-là vont faire en sorte que tu vas progressivement empoisonner ta vie supramentale, c'est-à-dire que tu n'auras plus les capacités énergétiques pour parvenir à un contact avec ton intelligence. Donc, tu n'auras normalement pas l'énergie nécessaire pour être capable de descendre suffisamment d'énergie chez toi pour pouvoir devenir un dominant, c'est-à-dire devenir un maître intérieur, pour être capable de résister par la suite à l'agression des poisons extérieurs. Parmi les poisons extérieurs, donc, on va retrouver nécessairement un individu qui t'agresse physiquement, donc quelqu'un qui vient court-circuiter ton corps physique, c'est quelqu'un qui te rentre dedans avec une automobile, ou qui a un coup de hache, ou simplement un coup de poing. On aura, au niveau des court-circuits vitaux, on a les individus qui... Il faut dire que la majorité, l'empoisonnement par l'extérieur est toujours un phénomène qui peut être contrôlé par l'intérieur. Donc, je vais parler un peu des poisons extérieurs parce que tu poses la question. Mais on doit comprendre que la solution au poison extérieur est, dans une structure conscientisative, la maîtrise de l'intérieur, c'est-à-dire être capable de devenir un peu plus son seul maître. Si on n'est pas capable de devenir suffisamment son seul maître pour contrôler les agressions de poison extérieur, on doit impérativement se débarrasser du poison extérieur, soit en quittant un endroit, soit en balançant quelque chose ou quelqu'un hors de sa vie. Mais c'est évident qu'à un moment donné, quand les structures extérieures sont plus puissantes que nous autres, on doit s'arranger pour couper, donc mettre fin au contact avec un humain empoisonneur. Changer de contexte. Oui, maintenant, on peut, comme je dis, on peut changer de contexte, c'est-à-dire qu'on peut finir par imposer notre centricité à l'extérieur, on peut imposer notre façon de voir les choses à l'extérieur, on peut imposer notre énergie à l'extérieur, ce qui va faire en sorte d'obliger les mécaniques qui nous empoisonnent à ne plus être capable de nous empoisonner. Autrement dit, il faut s'arranger à un moment donné pour que ce qui empoisonne notre vie, ou empoisonne nos contacts à l'intérieur, par l'extérieur, si on est capable de placer suffisamment d'autorité, il faut absolument que les individus qui servent l'astral pour nous empoisonner finissent par s'empoisonner eux-mêmes. Et s'ils finissent par s'empoisonner eux-mêmes, ça veut dire qu'ils vont mourir eux-mêmes de leur propre poison. Ça veut dire qu'ils vont faire des dépressions, ils vont péter psychologiquement à partir de leur propre poison, ou à un moment donné, ils vont sacrer leur camp, ce qui revient un peu à retirer le poison de sa vie, ou bien ils vont finir par être suffisamment sous le joug de ton énergie pour parvenir à une forme de mutation énergétique qui, par la suite, pourrait être cellularisée de façon à engendrer une mutation permanente, c'est-à-dire que l'individu aura la capacité, à un moment donné, de cesser
d'être manipulé par l'astral pour te manipuler. Alors, on parlait un peu donc de ces poisons. Le poison le plus dangereux qui provient de l'extérieur, c'est-à-dire la faiblesse humaine. Et ça, même si, bien souvent, même si nous, on pourrait dire toi, par exemple, même si toi, tu peux être empoisonné par quelqu'un qui vit ça, ça ne veut pas dire que toi, tu ne vis pas ça et que tu n'empoisonnes pas l'autre ou quelqu'un d'autre. Donc, il faut comprendre, ce n'est pas parce que quelqu'un empoisonne notre vie que nous ne sommes pas un poison pour nous ou pour quelqu'un d'autre ou pour la même personne. Bon, c'est une chose. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce qu'on est un poison, on doit tolérer l'autre poison. Ça veut dire que si on comprend la mécanique, à l'instant où on veut obliger quelqu'un à cesser de nous empoisonner, il faut impérativement que nous, on cesse d'empoisonner quiconque. Du moins, il faut qu'on commence à travailler pour cesser d'empoisonner. Le plus grand poison, c'est la dépendance. Pourquoi? Parce que la dépendance, au même type qu'une drogue, une drogue physique, qui est une drogue astrale, c'est-à-dire lorsqu'un individu, dans votre contexte, donc dans ton contexte à toi, est dépendant pour son bien-être de ta vie. Autrement dit, le plus grand poison, c'est lorsqu'un individu s'attache à vos pas et manipulé, on va dire ne décide pas, il est manipulé et il finit par vivre, par exprimer une forme de vie qui fait en sorte que chacun de tes pas va être son malheur ou va être son bonheur. C'est le plus grand poison. C'est le disciplina. C'est pire que le disciplina, c'est l'amourachement. L'amourachement. Qu'est-ce que ça fait comme phénomène au niveau du poison? Ça fait en sorte que chaque fois que toi, par exemple, tu vas décider de faire quelque chose, l'autre va immédiatement être obligé d'être malheureux ou malheureuse, ou d'être heureux ou heureuse. Cela veut dire que l'autre devient un instrument idéal pour l'astral, parce que l'autre va tout faire pour te manipuler, de façon à ce que tu fasses uniquement les pas qui vont la rendre heureuse, cette personne-là, et de ce fait, elle te bloque et elle te limite à 100% dans tout ce que tu as à faire. C'est le plus grand poison. C'est le plus grand poison. Oui, c'est le plus grand poison. OK. Bon, c'est le plus grand poison, évidemment, pour les deux individus. Parce que toi, évidemment, tu peux dépendre de quelqu'un, et chaque fois que quand quelqu'un va mal, tu souffres. Donc, tu empoisonnes la vie de l'autre. Pourquoi? Oui, tu reconnais des choses, c'est intéressant. Ouais. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un souffre, automatiquement, tu vas vouloir changer tes structures de vie pour que l'autre ne souffre plus. Et ça fait partie de la vision spirituelle des religions du passé, des religions. Toutes les religions, de toute façon, font partie du passé, en ce qui me concerne. Bon, ça fait partie des mécaniques des religions où on va faire en sorte que tu dois impérativement orchestrer ta vie en fonction des faiblesses d'autrui. Alors, si quelqu'un a besoin de te claquer la gueule sur un côté, t'as l'autre joue après, parce qu'il faut que tu bouges en fonction de ses faiblesses. Si quelqu'un a besoin de te tuer, laisse-toi tuer. C'est typiquement religieux. Bon. Et c'est surtout universel, c'est catholique. Ça veut dire que quand quelqu'un souffre de tes actions, c'est de ta faute. Et ça, c'est le plus grand poison qu'on peut placer dans la conscience humaine, parce que l'individu n'est pas capable de supporter sa vie parce qu'il a trop d'énergie perdue à supporter la vie des autres. Ça génère la culpabilité. Ouais. Et quand je dis supporter la vie des autres, il faut comprendre que je parle dans les deux sens du terme. Supporter leur vécu et supporter leur opinion. Ouais. Supporter la vie d'autrui. Parce que, mon avis, ça serait qu'il faudrait que tu cesses de faire ça. Ça me rend malheureux. Et mon avis. Et puis, ma vie fait que quand je suis malheureux, tu en souffres. Donc, c'est un poison génial pour t'obliger à faire des choses. Ça, c'est le plus grand poison. On doit impérativement refuser d'être empoisonné par autrui. C'est-à-dire que tous les individus qui ne sont pas capables de mener leur vie doivent être manipulés par notre présence. On doit mener leur vie d'une façon royale, impérative, c'est-à-dire que nous, on doit passer. Puis si la personne veut s'attacher à nos pas, qu'elle en supporte les conséquences, et on doit impérativement refuser obstinément toute forme d'ingérence de la part de l'autre, en fonction de sa faiblesse psychologique, à être dépendant au niveau de son bonheur émotif, son bonheur psychologique ou sa clarté mentale de notre démarche. Ce que je veux dire, c'est qu'on accepte les conseils d'autrui, lorsque le conseil provient du mental ou de l'intelligence, ou lorsque le conseil provient d'un cœur intelligent. Mais on ne peut pas recevoir le conseil de quelqu'un qui est manipulé par notre action à nous donner un conseil. Autrement dit, à l'instant où toi, tu commences à faire quelque chose qui me fait souffrir, je vais nécessairement avoir plein de conseils à te donner.
Parce que ça me fait souffrir. Ça fait souffrir. Et là, tu dois refuser obstinément toute forme de conseil qui vient d'un être qui te conseille parce qu'il souffre. Parce que là, il ne conseille plus, il vous manipule, c'est-à-dire qu'il empoisonne ta vie, il pénètre tes schémas de faiblesse à toi, les cordes karmiques qui sont attachées à l'autre, et il va tout faire pour t'obliger à ne pas vivre ta vie pour vivre une vie qui va lui permettre à elle, cette personne-là, de se sentir un peu mieux. Ça, on doit obstinément refuser ça. Et si la personne, elle n'est pas manipulée, je ne dis pas elle n'est pas manipulable, je dis elle n'est pas manipulée. Donc, sur le moment, la personne n'est pas manipulée par tes pas, par ta démarche, et elle a des conseils à te donner. Ces conseils-là peuvent être recevables, c'est-à-dire qu'ils doivent être étudiés, c'est-à-dire qu'on essaie de vibrer à l'énergie de l'intelligence de l'autre, et probablement qu'on va être capable de se rendre compte que ce n'est pas ça, ou que c'est ça. Donc, qu'elle a raison, qu'elle a tort. Mais ce qui est impératif, c'est de refuser obstinément les conseils, c'est-à-dire la vie, c'est-à-dire la manipulation de quelqu'un qui souffre de ta démarche. Parce que cette personne-là est un empoisonneur total, donc il empoisonne carrément tous tes corps, c'est-à-dire qu'il empoisonne ton corps physique, il va le rendre malade, il empoisonne ton corps vital parce qu'il prend son énergie, il empoisonne ton corps astral parce qu'il vient placer des mécaniques de court-circuitement. Toi, tu veux faire quelque chose, l'autre vient placer immédiatement une contre-chose, ça veut dire que tu ne sais plus psychologiquement si tu fais bien ou si tu fais mal. À un moment donné, tu fais du bien à quelqu'un, et cette personne-là ou quelqu'un d'autre vient court-circuiter ta psychologie pour te faire comprendre que tu n'aurais pas dû faire ça. Et puis à un moment donné, au niveau émotif, psycho-émotif, tu ne sais absolument plus sur quel pied danser. Et surtout que les individus empoisonneurs, très souvent, si ils te disent, écoute, j'aurais aimé que tu me donnes un caramel, alors bon, ben là tu souffres. Et puis là, tu vas aller acheter des caramels. Quand tu le ramènes, ils vont te dire, il est trop tard. Et puis, tu ne peux pas t'en sortir dépendamment des empoisonneurs ou des empoisonneuses. La plupart du temps, les empoisonneurs créent la culpabilité. L'empoisonneur de ce genre est structuré par l'astral pour engendrer au maximum la culpabilité au niveau de ta structure psycho-émotive. C'est-à-dire que c'est ce qui va faire en sorte, et c'est d'ailleurs pourquoi cette personne-là ne peut pas vivre heureuse dans ton entourage. Pourquoi? Pour la simple raison qu'elle est manipulée par l'astral pour te rendre coupable. Et la culpabilité étant la mécanique qui brûle le plus d'énergie au niveau de l'humain, c'est nécessairement le vecteur qui va être le plus employé par le plan astral. Quand je dis souvent que les grands initiés n'avaient ni enfants, ni mari, ni femme, ni famille, c'était pour éviter justement d'avoir à initier les membres de leur famille, uniquement parce que ceux-ci devenaient des empoisonneurs, c'est-à-dire des personnes qui viennent vicier totalement leur structure énergétique. Maintenant, il faut comprendre, donc, il y a une personne qui peut dire, comme par exemple, bon, toi, tu décides de faire certaines démarches, de temps en temps, je te vois aller, de temps en temps, tu souffres de certaines personnes qui ne sont peut-être pas à la hauteur de ce que tu voudrais. Et là, tu t'ingères dans leur vie. À hauteur que je voudrais qu'elle soit. C'est ça. Et là, tu t'ingères dans leur vie et tu deviens un empoisonneur. Maintenant, c'est évident que si tu me dis, oui, mais je le fais pas pour... On le sait, ça. Qui, ici, empoisonne la vie de quelqu'un d'une façon honnêtement pernicieuse pour le démolir? Personne. Très rare, sa planète. Bon, c'est pas ton cas non plus. Par contre, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, on va suggérer et conseiller quelqu'un en fonction des souffrances que nous on vit. Les souffrances, c'est pas nécessairement l'ennui, ça peut être simplement la désillusion. Bon, je pensais pas, oui, mais regarde, avec la puissance que cette personne-là est là, il me semble qu'elle devrait faire telle chose. Donc, ce n'est pas, c'est rarement une vision intelligente. Même si l'intelligence a vu ça, c'est souvent récupéré par l'astral. Et là, on va vouloir s'immiscer dans la vie de l'autre, du point de vue émotif, psycho-émotif, du point de vue astral, pour l'obliger à être un peu mieux. Et ça va créer un problème. Parce que ça va faire en sorte que très souvent, les individus qui ont des talents dans certaines choses vont être progressivement bifurqués par les empoisonneurs et vont devoir exprimer des talents, des qualités dans des endroits où ils n'ont pas de talent, au détriment des facilités qu'ils avaient avant. Ça veut dire que, et très souvent, les parents deviennent des empoisonneurs pour leur enfant, par exemple, lorsque le parent veut tout faire pour le bien de son enfant. Je te pour le dire. Eh bien voilà, on peut le dire. Oui. Alors, on peut empoisonner carrément la vie de ses enfants. Et là, un parent peut dire, oui, mais les enfants empoisonnent aussi ma vie. Et ça, c'est un maudit danger. Quand on est empoisonneur, très souvent, on ne voit pas qu'on empoisonne et on peut très facilement mentaliser et considérer que l'autre nous empoisonne parce qu'il ne se laisse pas empoisonner. La plupart du temps, un empoisonneur est égocentrique. C'est-à-dire qu'il non, il 100% des empoisonneurs sont inconscients. Inconscient. Oh, ils peuvent, à un moment donné, par leur évolution, par leur conscientisation, découvrir qu'ils nuisent à quelqu'un.
Manipuler? Mais oui, c'est évident. Mais ils nuisent à quelqu'un. Mais quand ils nuisent à quelqu'un, ils ne sont pas conscients qu'ils nuisent à quelqu'un. Ils peuvent être conscients qu'ils ont nui, peuvent être conscients qu'ils vont nuire, mais le moment qu'ils nuisent, ils ne sont pas conscients. Quand un parent empoisonne la vie de son enfant, il n'est pas là, tiens, j'empoisonne la vie de mon fils, de ma fille, puis il continue. Bon. Et il peut dire, par contre, merde, je passe mon temps à empoisonner sa vie. Il est conscient de certaines choses, mais pas le moment qu'il le fait. La majorité sont carrément pas conscients. Mais la problématique de la mentalisation, ça va être ceci. Ça va être que si je t'empoisonne ta vie, parce que je te vois dans ton dos pour t'obliger à faire ça, puis ça, puis ça, faut que tu saches que tu empoisonnes aussi la mienne parce que tu m'écoutes pas. Bon. Okay? L'empoisonneur, souvent, va mentaliser, il va considérer que tu l'empoisonnes autant que lui t'empoisonne. Si tu ferais tout ce que je te dis, je t'empoisonnerais pas, puis tu m'empoisonnerais pas. Bon. Alors, c'est facile de dire à ses enfants ou de dire à son conjoint ou à sa conjointe, si tu m'oublierais à 100%, ce serait le bonheur. C'est vrai. Si tu serais totalement mort, totalement inexistant, totalement l'esclave de ma vie, ça serait le bonheur. Mais là, faites confiance à l'astral, c'est pas long qu'on vous lâcherait. Donc, vous ne seriez plus un empoisonneur. N'étant plus un empoisonneur, vous allez redevenir conscient et consciente. Redevenant conscient et consciente, vous voyez que vous avez tué l'autre. Là, vous recommencez à souffrir, vous recommencez à l'empoisonner pour qu'il redevienne ce qu'il devait être. Puis quand il va recommencer à se prendre en main, là, vous allez vous faire ramasser. Vous allez trouver que oui, c'est ce qu'il faut, mais pas comme ça, pas trop vite, pas dans ce sens-là. Donc, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Là, on va tout faire pour le ramener encore à son état de départ, l'état de mortification. Je me suis trompé. Ça, oui, à un moment donné, c'est ça, je me suis trompé. Le contraire. Alors, il y a énormément de phénomènes du genre. Au niveau de l'empoisonnement, c'est un phénomène qui est important qu'on en parle, mais c'est surtout important qu'on l'écoute, puis qu'on comprenne. Parce que vous êtes tous assujettis à être empoisonnés, puis vous êtes tous assujettis, la majorité en tout cas, disons que, ouais, tout le monde, à empoisonner la vie de quelqu'un. Alors, il faut qu'on observe. Puis nécessairement, le temps qu'on empoisonne la vie de quelqu'un, faites confiance à l'astral, vous êtes carrément empoisonné, parce que la force motrice qui vous force à empoisonner la vie d'un autre, c'est le fait que vous êtes vous-même empoisonné. Et vous considérez que l'antidote, c'est le fait que l'autre entre totalement dans votre cadre de vie. Ça n'arrive jamais. Par exemple, je suis malheureux parce que mes enfants ne m'écoutent pas. C'est ça. Parce que je suis malheureux, je vais tout faire pour les manipuler à bouger comme j'aimerais. À souffrir du fait qu'ils ne réussissent pas à l'école, du fait qu'ils veulent lâcher telle affaire. Et là, nécessairement, parce que je suis empoisonné, je vais tout faire pour les empoisonner de façon à ne plus me sentir empoisonné. Et ça, c'est important qu'on comprenne la mécanique. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va arriver. C'est que si moi, je suis toujours dans tes pattes, puis dans ta vie, pour te forcer à faire des choses, je ne peux pas être heureux, parce que si j'étais heureux, je ne serais pas dans ses pattes. Alors, si je suis manipulé à être dans ses pattes, il faudra nécessairement que je ne sois pas heureux, que je sois malheureux. Et là, je vais penser que c'est de ta faute, et je vais tout faire pour te régler. Pour me régler. Ouais. Et on n'arrivera jamais tous les deux à être heureux. On va totalement s'empêcher de se conscientiser. On se conscientise toujours un peu, mais par initiation lunaire, solo-lunaire, ou solilunaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on en a tellement ras-le-bol qu'on éclate. Mais on peut tellement avancer d'une façon plus facile. Ça veut dire que moi, je dois comprendre que si lui me rend malheureux, je dois obligatoirement cesser toute forme de conseil, de manipulation, d'aide en face de l'individu qui, par son comportement, me rend malheureux. Et vous allez voir qu'on est tellement assujetti à empoisonner la vie de quelqu'un qu'on va avoir une difficulté majeure parce que l'astral va tout faire pour me punir de vouloir couper mes liens avec lui. On peut rester ensemble, on peut rester amis, on peut travailler ensemble. Mais je cesse maintenant de vouloir le régir son comportement ou sa conscience en fonction de mon malheur. Donc, je coupe les liens. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, tu es mon employé et tu travailles tout haut, tout croche. J'ai le choix. Je le mets dehors ou je ferme ma grande gueule. C'est-à-dire que si ça me rend malheureux, et c'est faire attention, si je dis, ah là, je n'ai ras le bol, il me fait perdre de l'argent. Là, je peux agir mentalement en roi. Et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on peut, à un moment donné, être impératif, c'est-à-dire imbriquer des lois, et là, tu vas changer, tu vas péter ou tu vas t'en aller. Bon. Mais si c'est émotivement, oui, mais tu sais, il devrait arriver à l'heure. C'est pas correct ce qu'il fait là. Puis en plus, moi, je m'inquiète, puis bon, si je pense comme ça de toi qui est un employé qui vient travailler pour moi, je dois impérativement décider qu'il arrive dans l'heure qu'il voudra, ok, je m'en fous, qu'il fasse donc ce qu'il voudra, je m'en fous, ça ne me regarde plus. Alors là, il arrive en retard, je dois me programmer, donc réhabituer mon ego, à ne plus être assujetti aux manipulations astrales pour gérer ta vie, parce qu'en voulant gérer ta vie, je ne peux pas être heureux. Ne pouvant être heureux, je ne peux pas me centrer sur moi.
Ne pouvant me centrer sur moi, je dilapide mes énergies en essayant de te manipuler. Donc, je ne peux pas parvenir à centrer mon intelligence. Donc, je ne peux pas parvenir à une centricité totale, ce qui fait que je ne peux pas parvenir à la conscientisation ni à l'éthérisation à un moment donné. Bon. Donc, je ne peux pas avoir de double éthérique réellement constitué. Je suis toujours en train de m'égoïser à travers la négoïsation. J'en perds un peu, j'en prends un peu. Je brûle mon corps physique, je vieillis, je perds une partie de mon temps de vie qui est alloué à la conscientisation au minimum, au plaisir, à la joie, et je suis carrément défait. Ce qui fait qu'à un moment donné, je dois me dire, bon, écoute, là, je le sors totalement de mes structures de conscientisation, si c'était de la conscientisation que je parlais, puis je me dis, écoute, je m'en occupe plus. Bon, s'il plante, il plantera, s'il réussit, il réussira, mais pour l'instant, je ne m'en occupe plus. Et si je cesse de m'occuper de toi, ça ne veut pas dire que quand il vient me demander un conseil, je ne donne pas. C'est ça, il faut pas apprendre ce que je dis, il faut comprendre ce que je dis. C'est ça, la nuance, c'est ça. C'est avec les amis, il y a quand même des choses qu'il faut dire. Il y a des choses qu'il faut dire à la condition que tu sois mental. Oui, c'est ça qu'il y a. Puis la chose qu'il faut dire, c'est, tu le dis une fois, tu le dis deux fois. Si l'autre te dit, écoute, répète-moi-le quand tu le vois, tu le répètes. Fait, on en entend. Mais si ça sert à rien, puis chaque fois que tu recommences à jaser avec l'autre, ben il sait déjà tout. Ben là, à un moment donné, écoute, il faut que tu commences à couper parce que l'autre se sert, tu sais, on s'empoisonne mutuellement, on ne peut plus rien faire. C'est ce qui va faire en sorte que de temps en temps, j'ai passé comme un être très, très, très sans cœur devant certaines personnes lorsque j'ai décidé de couper tous les liens avec certains individus. Parce que ça ne sert à rien de continuer. Ces personnes-là deviennent des empoisonneurs, puis moi, je deviens un empoisonneur pour ces personnes-là, puis on n'arrive plus à rien faire, on vient de se faire avoir. Et dans ce temps-là, il faut apprendre à te couper. Mais quand je parle de te couper, on prend un exemple, mettons, tu aurais un de tes garçons ou une de tes filles qui vont dire, bon, et tu es toujours en train de considérer qu'il faudrait qu'elle réussisse là, puis qu'il faudrait tel talent, puis c'est-tu niaiseux qu'elle fasse pas ça, puis bon, tu es toujours en train de... Ce qui va arriver à un moment donné, elle va commencer peut-être à boire. Là, tu as dans ses pattes l'empêcher de boire. Mais elle boit parce que tu l'empoisonnes. Alors, l'empoisonnant qu'elle cesse de boire, elle ne pourra pas cesser de boire, elle va continuer à boire. Puis à un moment donné, tu vas dire, oui, mais regarde, elle fait exprès, elle fait tout ce que je veux pas. C'est les mécaniques astrales. On te fait souffrir sur ce que l'autre fait pour que tu sois carrément dans ses pattes. Mais elle ne fait pas exprès. On la manipule à faire exactement ce qu'il faut pour te faire souffrir, de façon à ce que tu mettes tes énergies pour l'empoisonner plutôt que pour te structurer. Oui. OK? Il y a quand même un minimum qu'on peut faire pour la... Oui, mais il faut faire bien attention au minimum parce que, premièrement, il faut comprendre ce que c'est qu'un plan de vie. Si le plan de vie de ta fille ou de ton garçon, c'est de devenir alcoolique, c'est son plan de vie. Tu feras n'importe quoi, tu ne changeras pas son plan de vie. Sauf si tu arrives à te centrer suffisamment sur toi pour casser la gueule à l'astral, et là, tu es capable de changer ton plan de vie en permettant à l'intelligence qui l'habite de pouvoir s'émanciper au détriment des mécaniques astrales et de l'obligation de créer un ego. Dans l'éducation de l'ère nouvelle, les enfants n'auront pas besoin de créer d'ego parce que les adultes vont être capables de compléter le manque au niveau du double éthérique au fur et à mesure par contact imprégnatif, c'est-à-dire que les adultes auront la capacité énergético-pédagogique de créer les structures qui vont permettre la création d'un double éthérique sans nécessiter l'implantation d'un ego puissant chez l'enfant. Tandis que présentement, les parents ne sont pas, les éducateurs ne sont pas capables de faire cela. Donc, on doit laisser à l'enfant la capacité de se faire un ego. Et quand il se fait un ego, ben là, il va arriver nécessairement par l'égoïsation à l'écœurement, à la création d'un mental, à l'écœurement au niveau du mental, à la création d'un contact ajusté, à la création d'un double éthérique par la descente d'intelligence. À un moment donné, l'individu, l'enfant, devra vivre des phases d'égoïsation, puis de mortification, puis de désinhibition, de tout un paquet de conneries que nous sommes en train de vivre présentement. Bon. Sauf que, on prend encore l'exemple de ton enfant, tu décides que tu coupes. Couper, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je cesse d'être sur son dos sans arrêt pour lui dire ce qu'il faut qu'elle fasse, ce qu'il ne faut pas qu'elle fasse, pour la conseiller, pour la réprimander, ou encore pour la faire chier, c'est-à-dire pour la manipuler. Par exemple, ouais, mais là, je la conseille plus, là. Là, à un moment donné, toi, tu commences à plus dormir. Tu dors plus. Pourquoi? Parce que tu n'as pas coupé. Tu joues. Là, tu dors plus, là. À un moment donné, tu ne la conseilles plus, ta fille, ou ton gars. Tu lui dis simplement à un moment donné, tu sais, là, mes insomnies, là, c'est-tu à cause de quoi j'ai dit? Hein? Tu m'as posé la question, pourquoi je suis insomniaque? Tu la conseilles plus, là. Mais c'est à cause d'elle, aussi boire, par exemple. La culpabilité. Ouais. Fait que là, à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que l'autre va commencer à vouloir te dire, écoute, papa, t'es toujours insomniaque, tu sais, puis j'ai lu un livre, moi, ces insomnies. Ouais, parle-moi-en de l'insomnie. C'est à cause de quoi je t'ai... Là, t'as pas coupé. Parce que là, maintenant, tu continues à empoisonner la vie de l'autre, parce que tu continues au niveau de la culpabilité, à tout faire en sorte, à bien lui faire comprendre que tout ton malheur dépend de ce qu'elle fait.
Donc, on revient tout à l'heure, ton enfant devrait carrément t'envoyer promener, parce que l'enfant devient donc la personne empoisonnée par quelqu'un qui est dépendant de la démarche de l'enfant. Cela veut dire que le père va faire en sorte pour souffrir au maximum, de façon à obliger l'enfant à changer son comportement pour que lui se sente bien. Et l'astral va donc se servir du père pour manipuler l'enfant, pour empêcher carrément l'enfant de se développer. Tout ce que tu aimerais que ton enfant devienne, il va l'être, s'il faut à paix. Okay? Sauf que l'enfant, s'il est intelligent, ça va être très très joli. L'astral n'est pas nécessairement intéressé à ça, il n'est pas intéressé du tout d'ailleurs. Alors nécessairement, il va faire en sorte pour aller chercher tes points faibles, pour progressivement t'assujettir à l'enfant, pour que tu deviennes son empoisonneur maître. Là, tu décides puis tu coupes. C'est obligatoire, ça? C'est pas obligatoire, c'est ce qui se passe sur la planète à peu près dans les types de 99. relations. Bon. Okay. Si on décide d'arrêter nos interventions, automatiquement ça se place. Non. Si tu coupes tes interventions, automatiquement ça se place. Pas si tu décides. Si tu coupes. Oui. Maintenant, quand on dit automatiquement ça se place, ça dépend toujours du plan de vie de l'autre. Mais tantôt, tu parlais d'aller faire une Autre chose, tu ne peux pas le faire encore. Bon. Présentement, ça dépend du plan de vie de l'autre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça dépend d'où il est rendu l'autre. Tu sais, il est rendu à l'héroïne, là. Et là, tu coupes tout. Ben, il est encore héroïnomane. Ou héroïnowoman, tu sais, ça dépend. Bon. Mais il est encore drogué. Bon. Il va falloir... C'est évident que quand tu vas cesser, là, ça va y prendre un élan. Parce que l'astral ne voudra pas le lâcher pour t'obliger à te rattacher. OK? L'astral ne voudra pas le laisser pour que tu te rattaches. Et puis, avec l'élan, après un laps de temps, à un moment donné, ben là, c'est évident que la personne va commencer à retrouver son plan de vie et elle va recommencer à s'en sortir si elle n'arrive pas à s'engager un autre empoisonneur. Qu'est-ce qu'il peut faire? Parce qu'on prend l'exemple des femmes battues, on sait que 80-90% des femmes battues, lorsqu'elles lâchent leur gars, elles en trouvent un autre bonhomme, à un moment donné, c'est le bonheur. Puis on se rend compte qu'elle va être encore battue par celui-là. La femme battue a une tendance inéluctable à décoder les gars qui vont en battre. Alors, ou c'est une femme battable, ou c'est une femme qui recherche les gars qui battent. Et c'est à peu près toujours comme ça. On revit souvent les mêmes contextes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, par exemple, tu as des problèmes avec ta fille, puis à un moment donné, tu te dis, écoute, si je pourrais changer de fille, je peux au moins elle, là, je peux plus rien. Non, bon, change de fille. Mais dans 2 ans, tu auras les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que tu es un empoisonneur et tu vas probablement t'arranger pour recréer dans ta nouvelle fille les mêmes structures que tu avais, que tu as réussi à créer dans l'autre, de façon à ce qu'on puisse s'empoisonner mutuellement. J'ai dit en 86, en 85, j'ai parlé un peu des techniques d'enclumage, c'est-à-dire que souvent les couples s'enclumaient. On prenait un enclume, on l'attachait aux fesses de l'autre, puis l'autre ne peut pas avancer. Alors la femme enclume le bonhomme enclume la bonne femme, puis souvent on enclume les enfants, puis les enfants enclument les autres aussi. Ce qui fait en sorte qu'on essaie de se conscientiser, donc d'augmenter son schéma énergétique avec des poids énormes placés par l'autre. Et l'enclumage se fait à peu près toujours réciproquement, c'est-à-dire que les deux s'enclument mutuellement, inconsciemment. L'enclume revient un peu à l'idée du poison de la vie, c'est-à-dire que ce qui arrive simplement, c'est qu'au niveau des couples, la vie nous choisit normalement pour qu'on puisse s'empoisonner mutuellement. Puis la technique, évidemment, il y a les égrégores de couple. Un égrégore de couple, c'est une matrice psychologique qui descend dans l'astralité des individus qui vivent en couple et ça vient former chez eux des mécaniques de relation. Donc, les individus vont vivre des relations typiques du couple. Et les relations typiques du couple sont des relations où, oh, mais chicaner, c'est normal en couple, ça serait plate si on ne chicanerait pas de temps en temps, tu sais, gang d'épée, en tout cas. Et puis des choses comme ça. Ça met du piquant. On met du piquant dans la vie, c'est tellement plate d'être heureux, tu sais, de temps en temps, il faut qu'on s'engueule un peu, sans ça, on est malheureux d'être heureux tout le temps. Alors ça, c'est des engrammes, c'est donc des matrices, et les êtres humains qui vivent en couple s'empoisonnent mutuellement. On sait très bien que l'émancipation, prenons l'exemple. Ça, c'est tellement su du point de vue mental, c'est tellement rejeté du point de vue psycho-émotif, il faut que ça cesse. Vous devez cesser ça tout de suite, immédiatement. À vous cesser? Non, on va tous les bords. Ce que vous devez cesser de faire, c'est ceci. Vous avez un enfant. Et puis là, vous dites, cet enfant-là, je vais lui présenter un ami. Il faut qu'il passe sa vie avec cet ami-là. C'est la meilleure façon pour qu'il puisse s'émanciper, puis se développer, puis se connaître, puis être heureux. Bon. On sait très bien aujourd'hui que c'est faux. Que plus ton enfant va avoir d'amis, plus ton enfant va être capable de s'émanciper, de se développer, d'être heureux, puis de pouvoir monter.
Mais chez les adultes, ça devient faux, psychopédagogiquement parlant. Quand un homme et une femme sont ensemble et s'entendent bien, ça va. Mais on considère du point de vue religieux, c'est-à-dire toutes les matrices qui forcent l'humain à ne pas avancer, poser à l'humain une limitation qui va lui faire dire, quand tu as rencontré un homme, quand tu as rencontré une femme, il faut que tu n'en rencontres plus. Et à l'instant où quelqu'un décide à un moment donné, parce qu'il vibre mal cette mécanique-là, non pas de se désinhiber, mais de se libérer, bien là, il va en rencontrer plein. Ça devient aussi débile. Rencontrer dans le sens... Rencontrer, ça veut dire pas nécessairement le sens coucher avec, mais ça veut simplement dire être capable de vivre des relations qui vont être identiques entre un homme et une femme, qui peuvent être donc identiques, par exemple, dans le couple, avec une quantité illimitée d'individus. Ce qu'on va permettre à l'enfant, on va le refuser à l'adulte, puis souvent, ce qu'on permet à l'adulte, on le refuse à l'enfant. Bon, fait que l'enfant passe une partie de sa jeunesse à vouloir être adulte, puis rendu adulte, il passe une partie de son âge adulte à regretter les temps, l'époque où il était jeune, parce qu'étant jeune, il y avait des facilités que au niveau de l'adulte, on n'a pas, puis étant adulte, il y a des facilités que l'enfant n'a pas. Tout pour empoisonner la vie de tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain doit... Puis ça, pourquoi que l'humain a de la difficulté? Par exemple, on parle de la jalousie, on parle de la honte, on parle de la gêne, on parle de paquet d'autres trucs. Il y a même des événements énergétiques, psycho-énergétiques présentement qui se développent chez certaines personnes qui ne portent pas de nom humain encore. C'est parti, ça, des mécaniques psycho-émotives de limitation qui apparaissent vers la fin de la transition, au milieu de la transition autour de ça. Donc, c'est pas connu suffisamment dans le passé pour qu'on ait baptisé ça. Et ce qui va arriver simplement, c'est que l'être humain, au niveau psycho-émotif, doit impérativement, premièrement, être assujetti au péché, donc à la culpabilité. Ce qui fait qu'on va placer des lois dans toutes les structures religieuses et on doit savoir que l'humain est 100% religieux sur la planète Terre. Sauf l'humain qui arrive à suffisamment sentir dans son intelligence, mais les autres sont superstitieux, donc c'est la religion. Athée, c'est une religion aussi. Ils croient à des partis, ils croient au cosmos, ils croient ce qu'ils veulent, c'est des religions. Les religions sont toutes implantées dans la conscience humaine pour l'empêcher d'avancer. Les religions sont toutes régies par le phénomène du péché, donc de la culpabilité. C'est sûr qu'on va dire, oui, mais si on prend le mouvement raélien, eux autres, tu couches avec n'importe qui, il n'y a aucun péché là. Non, il n'y a pas de péché là. Il y a des péchés ailleurs. OK, il n'y a pas de péché là. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de péché. Quand tu ne donnes pas la dîme, tu as péché. Ouais, c'est quand tu ne payes pas, etc. Puis il y a un paquet d'autres choses. Alors, dans d'autres religions, ça s'est permis de tuer. L'homme peut tuer sa femme, peut tuer ses enfants. C'est correct, parce que si la femme ou l'enfant n'écoute pas ou fait un pet de travers, on les tue. Bon, ou si on est en colère, on peut tuer, il faut se défouler. Bon, c'est pas un péché. Dans d'autres religions, c'est un péché. Tandis que dans ces religions-là, un homme qui se laisse bafouer par sa femme, il y a des chances qu'il ne rentre pas au ciel. C'est un péché. Donc, les religions attribuent à l'humain tout un carcan de péchés, et l'humain est limité par ces péchés-là. Dans la religion catholique, qui, par exemple, prévaut ce qui concerne les manipulations des individus, de la majorité des individus qui se conscientisent, le péché, ça va être au niveau, par exemple, de l'adultère, au niveau du couple, au niveau de la libéralisation des échanges, et non pas de libération face aux échanges. Et il y aura un paquet de phénomènes dans le genre qui va faire en sorte aussi au niveau du péché catholique que l'autre doit tout faire pour te rendre heureux. Tu dois faire passer autrui avant toi-même, au niveau de l'Église catholique. Bon, même si le Nazaréen n'a jamais dit ça, ça n'a rien à voir. Si le Nazaréen a dit, puisque l'Église en compte, ça n'a rien à voir. Bon, c'est le Nazaréen. C'est comme, de toute façon, c'est religieux, ils prennent n'importe qui. C'est le frère André peut-être mort en disant, si boire que j'aurais jamais donc dû faire ça. Parce qu'il est mort, il a vécu malade toute sa vie, il était malade, il est mort malade, il a vécu pauvre, puis les gens devenaient riches, les gens devenaient guéris, les gens étaient en santé, puis lui, il a mon petit on claquait dedans. Mais l'Église fait toujours ce qu'elle veut après, de toute façon, ils ont ramassé son cœur, puis ils l'affichent. Mon fils, c'est ridicule au possible. C'est une religion. La religion, elle vous fait dire, soyez bon, mais pas trop, parce que votre cœur va se ramasser à côté de l'autre. Bon. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humain reste encore extrêmement manipulé par toute une phénoménologie religieuse, spirituelle, qui force chaque être humain à être l'empoisonneur de ceux avec qui elle devrait vibrer le mieux. Donc, premièrement, il y a la mécanique de la culpabilité, c'est-à-dire je ne mérite pas ça. J'ai déjà expliqué que quand un avion s'écrasait et qu'il y avait un ou deux survivants, il fallait leur faire suivre des traitements psychologiques parce que les personnes qui survivent se sentent coupables d'avoir vécu. Pourquoi moi? Alors, toi, tu rencontres une femme qui est merveilleuse, et ce qui est le cas d'ailleurs, mais c'est sûr, c'est l'ego, il tourne. Quand je dis que sa femme est correcte, il faut l'ego, tu te promènes les bras puis de l'autre, oui, donc. Tu rencontres une femme qui est merveilleuse, puis là, mais égoïquement parlant, mérites-tu ça?
Une femme qui t'endure pendant des années malgré que tu fais tout ce qu'il faut pas, puis que, tu connais ta vie un peu. Il y a de quoi me culpabiliser. Non, mais il y a de quoi te réveiller, en tout cas. Oui. Bon, mais là, on rencontre quelqu'un, mais là, mérites-tu ça? C'est mentalement, la réponse est facile. Ouais. Mais, puis t'es un maudit bon gars, toi, là. Fait qu'elle, est-ce qu'elle mérite de t'avoir? Ça même, égoïquement parlant, même si on répond oui, égoïquement parlant, on agit comment? Mais on agit à un moment donné toujours en essayant. Écoute, si par exemple, moi je rencontre quelqu'un qui est merveilleux, disons ma femme, et égoïquement, moi je pourrais l'empoisonner à vouloir toujours la contrôler, parce que si elle est malheureuse, c'est plus en affinité avec ce que égoïquement je pense que je mérite. Donc, si toi ou ta femme rencontre un gars merveilleux, elle peut t'empoisonner la vie au maximum, de façon à te rabaisser au niveau où égoïquement elle peut t'accepter. Là, il y a des mécaniques subtiles là-dedans. J'ai déjà expliqué souvent. Toi, par exemple, tu pars, tu sors, tu t'en vas rencontrer des amis femmes, même hommes, mais on va dire femmes, tu rentres chez toi, tu es heureux, tu marches sur des nuages. La stratégie typique au niveau de l'empoisonneur astral va faire en sorte que ta femme devrait être en beau maudit parce que tu sembles plus heureux avec d'autres qu'avec elle. Alors là, elle va tout faire pour rabaisser ton bonheur au niveau acceptable par elle. Donc, évidemment, elle va empoisonner ta vie. Elle va te donner un paquet de réprimandes, tu ne diras rien carrément. C'est qu'il y a rien. T'as l'air bizarre. Pourquoi tu dis ça, là, hein? Tu sais qu'elle a l'air bizarre. Rien, rien. Oh ben là, hein? Bon. Hein? Pourquoi qu'on s'arrange comme ça? Uniquement parce qu'elle n'est pas capable de supporter un bonheur rayonnant de ta personne. C'est trop puissant. Après, elle se supporter elle. Exactement. Alors, elle va tout faire pour te ramener, et là, elle devient un empoisonneur de ta vie, c'est-à-dire que ce qu'elle vit dépend de ce que tu vis. Ça, ça, au niveau des couples, c'est extrêmement important. Si la femme va travailler, puis quand elle revient du travail, elle est heureuse, le bonhomme va être jaloux. Puis si le bonhomme est heureux du travail, quel que soit le travail. Puis moi, j'ai connu un gars avec qui j'ai travaillé longtemps, puis c'est pas un exemple, c'est pas une exception, c'est tout le monde, c'est comme ça. Il était avec une femme. Il travaillait comme technicien médical d'urgence, ça veut dire qu'il travaillait sur des chiffres, il travaillait 12 heures par jour, les chiffres étaient de 12 heures. Il travaillait de nuit, de soir, de jour, toutes les fins de semaine, souvent au temps des fêtes, etc. Puis, comme couple, là, c'est une vie plate, parce que la fille, elle ne sait jamais quand est-ce que le bonhomme va être là. Il y a des fins de semaine, elle travaillait 5 jours, 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Fait que les fins de semaine, ben, il peut passer 3-4 mois, il travaille les fins de semaine. Travailler le soir, le matin, ben, le matin, il fait ce qu'il vit dehors. Ça allait bien dans le couple. Un jour, il vient travailler pour moi. Et puis là, on le place 5 heures, ben 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Deux de temps en temps, ici, les fins de semaine. Bon, mais vraiment, là, le même rythme que sa blonde. Mais il détestait être ambulancier. Et maudit qu'il aimait travailler pour moi. Elle était toujours sur son dos, c'était le malheur à la maison, ça allait vraiment pas. Elle lui disait qu'il était exploité par nous autres, il avait un meilleur salaire, il travaillait moins d'heures, sur des heures régulières. On l'exploitait, on était ci, on était ça. En tout cas, il l'a eu tellement sur le dos qu'il est venu vers le marier. Puis il a eu tellement sur le dos qu'il a fini par démissionner. Le matin, il est retourné ambulancier, puis maintenant, il étudie en plus. Il a encore moins de temps qu'avant, il déteste sa job, puis le bonheur est revenu à la maison. Pourquoi? Parce que la femme était malheureuse de voir son mari revenir heureux. Ça se pouvait pas. Puis là, si on parle mentalement, on va dire, écoute, ben voyons donc, moi, si mon mari rentre heureux, je vais être heureuse. Ah oui? Et si ma femme rentre heureuse, je vais être heureux. Ah oui? Hein? Ouais. Ça se fait pas comme ça, sa planète. Pourquoi? Parce que instantanément, on vient t'imbriquer un paquet de mécanique, puis là, on va te rationaliser ta manipulation. Ouais, tu sais, s'il est heureux ailleurs, il va finir par me lâcher, il va finir par m'oublier, il va finir par... Là, on revient à la même affaire que les écoles. Quand je dis au professeur des écoles, le professeur, il dit « Ouais, mais les retards, c'est important. » Moi, je leur dis « Écoute, rends ton cours intéressant, les petits jeunes, ils vont arriver à l'heure. » Là, je les insulte. « Oh, c'est pas facile à dire, ça. » C'est la même chose. Souvent, l'empoisonneur ne comprend pas, puis c'est ton cas, c'est mon cas, c'est notre cas. L'empoisonneur ne comprend pas que si ta femme arrive heureuse, gueule pas après. Sois au moins heureux à la hauteur de son bonheur. Parce que c'est pas en faisant tout pour la faire chier qu'elle va t'aimer plus. Mais stratégiquement, dans les relations de couple, c'est ce qui arrive. On fait tout pour enrager l'autre, de façon à ce qu'il nous aime plus. Puis nécessairement, à la longue, on est tellement attaché par des liens karmiques qu'on ne peut plus se lâcher. Sauf si ça fait bien mal. Là, on décide qu'on se lâche, là, on se sépare, on divorce, n'importe quoi. Mais sans ça, on va rester ensemble malgré un malheur évident qui se cultive. Puis une mémoire illusoire du bonheur qu'on a connu quand on ne se connaissait pas. C'est ça, l'illusion. Oui.
Mais sans ça, c'est toujours, et c'est là qu'on arrive avec les compromis au niveau des relations de couple, même avec les enfants, même avec nos amis. Les compromis, c'est quoi? C'est, écoute, mon bonheur dépend totalement de ta façon de vivre, alors, Sainte Merde, fais quelque chose pour que je puisse être heureux. Puis moi, en contrepartie, vu que ton bonheur dépend de la façon de vivre, ben, je ferai aussi des concessions pour que tu puisses vivre heureux. Là, on s'empoisonne mutuellement. Et puis, toutes les stratégies religieuses enseignent ça, les compromis, c'est-à-dire plier pour faire plaisir à autrui. Et tous les psychologues vont enseigner ça en majorité, à part ceux qui se conscientisent et qui font plus psychologie. Eux pourraient enseigner autre chose. Mais sans ça, ce qu'on va dire tout le temps, c'est qu'il doit y avoir des compromis dans une relation de thé. On doit chacun mettre de l'eau dans son vin. On ne devrait jamais mettre d'eau dans son vin. Et le problème n'est pas là. C'est qu'on passe le temps à mettre de l'eau dans le vin de l'autre. C'est pour ça que ça va mal dans le couple. C'est pas parce que notre vin est pur. C'est parce qu'on veut diluer le vin de l'autre. Moi, je bois du vin blanc, tu bois du vin rouge. On va y mettre un peu de blanc aussi, il va rougir, il va blanchir un peu. Toi, tu te dis, elle boit du vin blanc, on va y mettre un peu de rouge là-dedans. C'est quoi qu'il faut? C'est du vin rouge, il faut boire, on va y rougir ça un petit peu. Puis moi, je suis heureux que le vin blanc, tu es heureux que le vin rouge. On est heureux tous les deux, on est heureux ensemble. Sauf qu'on est là, on en met, parce que pauvre, il peut pas être heureux, il sait pas, il fait semblant, tu sais, il pense qu'il est heureux, il est pas heureux. Il boit du vin rouge. Quand il met du blanc dedans, il le dilue un petit peu pour le rendre heureux. Là, il commence à être malheureux, il est allergique à ça. Puis lui, il pense qu'on n'est pas heureux. En tout cas, tout un maudit bébé. Là, on s'empoisonne mutuellement. Ce qu'il faut comprendre, pour gagner l'ère nouvelle, pour que l'humain puisse être transportable, pour qu'il faut absolument que l'humain finisse par être totalement désassujetti des mécaniques de dépendance. Donc, on parlait des poisons de la vie. C'est le plus gros poison, c'est celui où on est dépendant dans sa structure émotivo-psychomentale, donc au niveau de ses émotions, de son corps vital, de sa psychologie, de son plan mental, etc., quand on est dépendant d'autrui. C'est la même chose au niveau du plan supramental. Tous les individus qui sont dépendants au niveau de leur capacité à supporter leur bonheur supramental, les individus qui sont dépendants de mes réponses ou d'un contact avec moi sont aussi malheureux. Et c'est pourquoi je parle de têteux à ce moment donné-là. Quand une personne vient me voir, puis la personne est là tout pour comprendre, mais tout ce qu'elle veut, elle, c'est que « Oh, mais tu devrais nous l'expliquer, tu devrais... » etc. Là, je devrais être manipulé, puis je devrais plier sous le poids de votre malheur parce que vous êtes trop épais pour vous supporter vous-même. Bien là, moi, je coupe avec ce monde-là. Donc, je les inhibe carrément, puis là, ils s'en vont avec tout leur gros bec de glace, puis là, ils continuent à suivre, puis ils font maintenant sur leur soleil, puis c'est mon soleil. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce niveau-là, on va couper. Au niveau émotif, c'est souvent plus compliqué de couper. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on a le plus de liens karmiques. Le vécu astral se fait là. Parce que j'ai expérimenté astralement ta présence, je m'alimente de ta présence. M'alimentant de ta présence, je ne suis pas encore capable de dire, écoute, je vais couper des liens qui me font mal, et je vais faire laisser cette personne mourir. La personne va dire, non, mais essayer de nourrir ça, puis en essayant de plus avoir mal. Ça, oublie ça, ça ne peut pas fonctionner. Alors, il faut absolument que j'accepte de laisser mourir les parties. Ça veut dire que si, par exemple, toi, tu me fais souffrir sans arrêt, me manipulant sans arrêt, il faudra qu'à un moment donné, je te dise que je décide carrément que je suis prêt à t'abandonner. Normalement, si on n'est pas trop avancé, à l'instant où j'ai décidé, pas à l'instant où j'ai dit, à l'instant où ma décision devient un verbe, à l'instant où c'est implanté chez moi, paf, que je suis effectivement capable de supporter le fait que je ne le vois plus jamais, habituellement, en 2, 3, 4, 5 jours, il change totalement. C'est là que tu instruis l'astral. Oui, là, l'astral te libère parce qu'elle ne veut plus perdre de temps pour te ramasser, ça ne sert plus à rien. Et là, subitement, on te libère, étant libre des manipulations astrales, subitement, ça devient correct. Mais là, il faut faire attention. Redevenant correct, là, j'ai le goût de recommencer à m'associer à lui. L'astral va recommencer progressivement à venir la faire pourrir. Donc, on doit faire attention, on doit avoir des alliances amicales, mais on ne doit pas avoir des amitiés spirituelles. Ou des amitiés spirituelles comme des amitiés de couple. On ne doit pas s'amouracher. Parce qu'automatiquement, on commence à se faire empoisonner par les mécaniques de la vie. Et ça, il faut faire attention, c'est qu'un enfant peut empoisonner carrément ses parents. Parce que... oh, mais moi, si je réussis pas telle affaire, c'est à cause que vous n'avez pas tout donné, ou c'est à cause que vous n'avez pas assez travaillé pour être riche, ou c'est à cause que, etc. Lui, il a besoin d'une bonne petite marmite en pleine face. Bon. Puis, on appelle ça placer les énergies. Tu places ses énergies. Sans ça, mon ami, plus tu vas attendre avant de placer ses énergies, plus il faut que tu sois puissant puis fort en maudit physiquement pour te placer plus tard. Le parent qui empoisonne ses enfants, c'est la même chose. C'est toujours ah, t'es un ici, ah, t'es un ça, puis tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Bref, chaque fois qu'on est sur le dos de nos enfants, uniquement parce que ça nous rend malheureux de les voir aller, on les empoisonne. Ça veut dire que 99% de l'application parentale sur l'enfant est un empoisonnement. Ça veut dire qu'on a tort dans la démarche. T'aimerais qu'il cesse de se droguer. T'as le droit. Bon, maintenant, tu vois l'intelligence qui ne se drogue pas. T'as le droit. C'est autre chose. Mais quelqu'un va dire, oui, mais il ne veut pas qu'il se drogue. C'est correct. Non.
Parce que lui, là, il souffre de le voir se droguer, puis c'est en fonction de sa souffrance qu'il vient agir, donc il empoisonne la vie de l'autre. Puis ça marche jamais, l'enfant t'écoutera jamais. Bon, il va haïr le parent. Mais à un moment donné, c'est pas parce que tu souffres que tu vas agir, c'est simplement parce qu'il y a de l'intelligence chez lui, c'est stupide de se droguer, fait que là, tu vas aller pour casser des choses chez lui. Mais si son plan de vie échappe à ta puissance, il faudra à un moment donné que tu acceptes de couper avec cet enfant-là. Bon, mais couper, c'est pas de dire, bon, OK, qui se drogue? Non, s'il se drogue, est-ce que c'est intelligent qu'il se drogue? Non, parfait, mais qu'il ne reste pas chez toi non plus. On peut lui expliquer l'intelligence de ne pas se droguer. Expliquer l'intelligence de ne pas se droguer, là, il faut faire attention encore une fois, parce que quand on parle pédagogie, si tu lui expliques l'intelligence, en réalité, il ne comprendra pas s'il explique l'intelligence. C'est bon, tu vas semer des graines pour que dans 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 ans, quand il va commencer à s'en sortir, ces graines-là puissent germer. Okay? C'est un peu comme souvent je fais avec les séminaires ou certaines conférences. Je dis des choses aux individus, les individus ne comprennent pas. À un moment donné, quand ils vont vivre des démarches, ils vont subitement savoir ce qui se passe. Tandis qu'un individu qui n'a pas eu d'information préalable, quand il vit la démarche, automatiquement, il en a peur. Il peut souffrir ou carrément inhiber la démarche d'émancipation, de conscientisation. Alors que l'individu, à un moment donné, rencontre un fantôme, le fantôme lui dit « Écoute, je suis le Dieu que tu recherches. » Un individu, c'est la première fois qu'il arrive, et subitement, il dit « Ah merde, ben, c'est ça que Daniel veut dire, même si tu dis pas Daniel. » Là, il comprend subitement qu'il apparaisse beau pour t'avoir. Mais quand je le disais, ben non, moi, chaque fois que le mal arrive, il est toujours laid. Tu sais, tu ne comprends pas, ben non, il me semble qu'il y a les bons guides, il y a les mauvais guides. Quand tu es un bon guide, c'est un bon guide. Et moi, j'explique que quand c'est un bon guide, c'est qu'il se met beau parce que c'est la seule façon d'arriver à te ramasser. Puis progressivement, il va s'en aller à l'état où il était au départ. L'individu comprend quand ça y arrive, il le comprend avant, mais la majorité comprend quand ça leur arrive. Au niveau de la même chose, tu vas expliquer à ton jeune intelligence de ne pas se droguer. Écoute, si tu t'empoisonnes, sa vie va se droguer. Puis si lui, en plus, sa façon d'être manipulé par l'astral pour te limiter, c'est de se droguer, il va continuer à se droguer parce qu'il te limite. C'est pour ça que tu fais facile de dire, oui, mais moi je l'empoisonne, mais c'est parce qu'il m'empoisonne. Si tu ne l'empoisonnes plus, il ne pourra plus t'empoisonner. Bon, c'est sûr que la loi inverse est vraie. Si lui t'empoisonne plus, tu ne l'empoisonneras plus. Mais tu n'arriveras pas à le faire. Donc, faut que tu coupes. Tu coupes des liens. Là, tu parais sans cœur, tu parais un paquet d'affaires, tu parais un mauvais père, c'est pas grave. C'est les autres ceux qui essayent encore, on les manipule pour te ramasser un petit peu là-dedans. Au niveau des couples, ça sera la même maudite chose. Les jalousies. Qu'est-ce que c'est qu'une jalousie? Une jalousie, c'est l'obligation impérative de posséder l'autre. Puis en possédant l'autre, comment tu veux posséder l'autre? Ben, le manipulant. Puis la manipulation d'autrui, c'est nécessairement son empoisonnement. Puis ce qui arrive, c'est que dans les structures anciennes, c'est génial, étant donné qu'on n'est pas capable de supplanter la force attractive de l'ego, parce que j'ai expérimenté un individu, même s'il me fait chier, même s'il me rentre dedans, même s'il me fait mal, même si n'importe quoi, il dépense mon argent, il met le feu à ta maison, il tapoche tes enfants, n'importe quoi. Mais je suis obligé de me laisser empoisonner parce que j'ai besoin de sa présence pour alimenter mon ego. Mais la personne qui transite de plus en plus, elle est de plus en plus capable de contrôler les souffrances de l'ego. C'est-à-dire que l'ego souffre, mais ça perturbe de moins en moins son plan mental. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'elle va être de plus en plus capable de couper avec l'autre, même si l'ego souffre. Mais là, check bien l'ego de l'autre. Il va souffrir en 5 ans plus. S'il n'est pas capable de transiter suffisamment. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois... Tu sais, il y a un dicton très, très intéressant qui dit « Vive et laissez vivre ». Ça, c'est aussi brillant que tu aimes autrui comme tu t'aimes toi-même, puis des choses comme ça. C'est intéressant, c'est génial. Intéressant. Ah bon? C'est génial. C'est vivre et laisser vivre. Laisse-moi vivre. Va te laisser vivre. Compris? Bon. Fais le ménage. Fais ci. Fais ça. Laisse-moi vivre. Moi, quand je vis, là, je commande. Fait que laisse-moi vivre. Puis quand j'aurai vécu, tu pourras vivre. C'est une interprétation. Ben, c'est parce que vivre et laisser vivre, ça veut dire que tu dois totalement être autonome. Oui. Et tu dois laisser les autres totalement autonomes. Ça veut dire que tu dois interdire à quiconque de dépendre de toi. Et tu dois t'interdire à toi de dépendre de quiconque. Puis là, l'humain mélangeant les choses, l'humain va mélanger encore l'importance de l'alimentation énergétique avec les structures qui nourrissent et entretiennent des parties d'ego. Moi, j'ai besoin d'alimentation physique, je prends de l'alimentation physique. Mais si j'ai du gras, mon gras aussi a besoin d'être alimenté en gras. Mais c'est pas nécessairement intelligent d'alimenter mon gras en gras. Alors, je peux me dire, écoute, là, j'ai pris un petit peu de fer et un petit peu de calcium,
Puis là, j'ai mangé du gras un peu, parce que, écoute, mon gras, il fond, mon gras, il est vide, moi, là. Non. C'est la même chose entre nourrir son corps astral puis nourrir son ego. L'ego, c'est le gras physique. Le corps astral, c'est la charpente qu'on a besoin. Alors là, ce qui va arriver, c'est que l'individu qui décide de couper, par exemple, l'individu qui dit « Moi, je ne veux plus être dépendant de personne », ça veut dire ne plus être dépendant au niveau du gras, donc au niveau de l'ego. Ça ne veut pas dire que tu n'es plus dépendant de tes enfants. Parfait. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te nourrir astralement, donc énergétiquement, au niveau du plan astral, même au niveau du plan vital, de tes enfants. Par contre, tu dois laisser libre. Ça veut dire que si l'enfant vient, tu t'alimentes. Si l'enfant ne vient pas, tu ne souffres pas, puis tu n'es pas en déperdition. Mais là, regardez comment ça fonctionne. Dans la stratégie normale, tu aimes, par exemple, ton fils. Alors, il vient rarement te téter. En réalité, un fils, rarement va te téter, il va venir synergiser. Il vient rarement synergiser, puis toi, tu es un têteux. Alors, lui n'a pas besoin nécessairement beaucoup d'alimentation de son père, mais toi, tu aurais un besoin énorme d'alimentation de ton fils. Fait que là, tu as toujours être sur son dos. Fait que là, tu veux le téter, tu veux le forcer avec toi, tu veux l'amener en vacances avec toi, donc au cinéma, il faut qu'il vienne, il veut pas, si on est jamais ensemble, tu sais. Bon, tu vas le téter. Là, tu empoisonnes sa vie. Empoisonnant sa vie, c'est difficile d'arriver à le téter. Ce que tu veux téter sera jamais bon. Ah, il vient toujours, mais je sais bien qu'il est hypocrite son affaire. Mais c'est pas hypocrite. Tu le forces à venir, il vient, mais c'est pas hypocrite. Ben, hypocrite, il viendrait pas. Bon. Alors, en dessous de ça, il est hypocrite. Bon. Mais là, ce qui arrive, c'est que toi, il faut que tu finisses par être capable de t'alimenter énergétiquement de la présence de ton fils et de ne pas alimenter ton ego par sa présence. Ça veut dire que quand il veut pas, tu souffres pas. Mais étant donné que tu es un père conventionnel, tu es en mutation, toi, c'est intéressant, mais quand même, on parle des pères traditionnels, des mères traditionnels. Ce qui va arriver, c'est que si tu ne peux pas t'alimenter de sa présence, énergétiquement au niveau du plan astral, l'ego, dans les stratégies normales, qui lui aurait voulu s'alimenter égoïquement aussi de l'expérience de l'autre, l'ego, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à puiser dans ton corps astral l'énergie mémorielle de l'alimentation énergétique de ton fils, puis il va se nourrir égoïquement. Ça va engendrer une faiblesse au niveau de ton plan astral, ça va engendrer une souffrance au niveau de ton plan astral, ça va engendrer un besoin d'aller têter ton fils. Autrement dit, c'est que l'ego te punit. Si tu es très honnête et très désinhibé et très convenable avec ton fils, ta femme, ton mari ou ta fille, ce qui va arriver, si tu n'as pas compris le principe de l'anégoïsation, ce qui va arriver, c'est qu'une fois que tu te joué avec, n'importe qui tu rencontres, ta secrétaire, tu la rencontres, tu te plais avec elle, tu te nourris énergétiquement. Tu te nourris énergétiquement, puis à un moment donné, ben là, parce que tu t'amouraches égoïquement, tu as besoin de la présence de ta secrétaire, tu aimerais ça qu'elle arrive avec plus de bonheur, ben non, tu aimerais ça que ci, que ça. Et à un moment donné, ce qui arrive, c'est que tu décides de faire attention à ta secrétaire et de la respecter. Quand vous vous voyez, vous vous plaisez mutuellement. Vous montez en amour, vous ne tombez pas en amour. Pas compris encore, c'est pas par l'animal humain. Tu montes en amour, puis quand tu es monté en amour, tu te nourris énergétiquement, les deux se nourrissent énergétiquement. Mais là, ce qui va arriver, c'est que quand tu s'en vas, si tu n'as pas compris le principe de l'ego, même si tu t'es nourri, tu vas t'ennuyer de l'autre. Alors l'ego, ce qu'il va faire, il va commencer à prendre la nourriture énergétique du corps astral pour se former l'ego, pour renflouer, pour nourrir la partie qui se nourrissait animalement de sa présence. Puis là, se ramasse en manque au niveau énergétique, ce qui fait que progressivement, rencontrer quelqu'un peut devenir plus souffrant que de ne pas le rencontrer. Mais là, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'il ne faut pas qu'on décide, bon, ben, m'en mettre dehors ma secrétaire parce qu'elle me fait trop souffrir. Tu peux faire ça. J'ai bien expliqué tout à l'heure que si on n'a pas le choix, c'est la meilleure chose à faire. Oui, mais je l'aime. Oui, tu l'aimes, mais tu ne peux plus vivre quand tu es là. Fait que clairement. OK? C'est très important de pouvoir le faire. Maintenant, il y a bien d'autres choses à faire avant de la mettre dehors. Parce que pour une fois que tu es une alimenteuse énergétique intéressante, ou qu'elle est un alimenteur énergétique intéressant, tu ne la mets pas dehors. Par contre, ce qui va être important, ça va être de faire en sorte que les individus puissent à un moment donné être capables d'échanger uniquement au niveau énergétique. C'est-à-dire que quand tu vas manger, tu regardes un plat à Noël, tu dis, maudit que ça a l'air bon. Et là, il faut absolument, quand tu regardes le gras, là, tu dis, ouais, mais ça c'est débile, je n'en mange pas. Il ne faut pas que tu nourrisses l'ego. Parce qu'il ne faut pas faire dans des décisions comme une sorte de fuite. Non, puis souvent, c'est ce qui va arriver, c'est que l'individu va fuir. Si, par exemple, tu mets la secrétaire dehors, tu vas fuir la structure alimentaire. Par contre, à un moment donné, tu vas rencontrer un autre secrétaire, un autre gars, un patron, n'importe qui sur la rue, et tu vas avoir besoin d'alimentation astrale au même titre que tu as besoin d'alimentation physique. Donc, tu es encore en train d'aller chercher l'énergie de l'autre, ce qui est absolument essentiel, mais parce que tu n'as jamais réglé le problème de l'ego, tu vas encore t'amouracher de l'autre. Pas discerner. Je répète que quand vous mangez, si vous mangez uniquement du pain brun, vous allez finir par être malade.
se nourrir énergétiquement toujours de la même personne, on finit veut pas paraître en manque. Là, c'est facile de dire c'est la faute de l'autre. Ben écoutez, je sais, c'est la faute du pain aussi. Parce que si le pain aurait des protéines, puis si le pain aurait tous les acides aminés, puis si le pain brun aurait toutes les vitamines qu'on a besoin, puis si le pain brun aurait toutes les structures qu'on a besoin, mais il ne l'a pas. Fait que là, tu essaies de faire du pain brun en rajoutant un peu plus de potassium, un peu plus, tu sais, pour changer le pain brun. Là, il goûte plus bon, le pain brun. Il y a peut-être un peu plus, mais il goûte plus bon. Puis là, tu ne peux plus le manger. C'est la faute du mot du pain brun. Physiquement, il faudra que tu manges des légumes verts, des légumes jaunes. Il faudra que tu manges des fruits. Il faudra peut-être que tu manges la viande de temps en temps, sinon des noix. Il faudra que tu manges d'autres choses. Au niveau vital et au niveau astral, c'est la même chose. Au niveau de l'alimentation des corps, tu te nourris toujours d'un individu. Mais veut pas, les deux vont finir par être en carence. On dit carence affective parce que l'affection, c'est le mot le plus humain, le plus près pour définir la synergisation. Donc, tu seras en carence affective. Oui, mais l'autre, il te donne tout ce qu'il peut. Ah, c'est pas assez. C'est évident que c'est pas assez. Mais tu peux pas demander à une fleur de te donner ce qu'elle peut pas. Tu peux pas demander à un légume de te donner ce qu'il peut pas. Il faut que tu sois assez intelligent pour manger ailleurs. Mais là, le problème, c'est que ton légume, lui, il s'est fait égoïquement une idée que lui, s'il était correct et normal, il devait être capable de tout te donner. Fait que le moindrement que tu commences à prendre d'énergie ailleurs, l'astral te fout la jalousie chez l'autre, l'autre commence à t'empoisonner, on te culpabilise. Puis si l'autre commence à se nourrir ailleurs, même si tu le fais, tu vas normalement être ramassé par la même affaire. Ce qui arrive souvent, le gars il court, puis il se promène, faut pas que la femme le fasse. La femme elle le fait, faut pas que le bonhomme le fasse. Puis quand les deux le font, ils saillissent mutuellement. Faut pas qu'ils sachent. Ben non. Alors que ça devient totalement idiot parce que, voyez-vous, quand alors j'expliquais, tu arrives heureux, tu as rencontré quelqu'un pour ton travail ou une personne, tu rentres heureux à la maison. Tu es allé chercher des acides aminés. Puis ta femme, elle, le bonheur qu'elle peut prendre de toi, c'est un bonheur, disons, qui est protéinique ou qui est bon. Mais souvent, ce bonheur-là, l'énergie, est difficilement structurable par l'astral. L'astral a de la difficulté à se servir de l'énergie amenée par autrui, par les événements, pour constituer un corps astral qui n'engendrera pas de maladie ou de vieillissement du corps physique, qui va libérer le corps mental. Pourquoi? Parce que pour placer de l'énergie astrale d'une bonne façon, il nous faut différentes sortes d'énergie astrale. Autrement dit, je mange beaucoup de vitamine C, mais si je mange, par exemple, du fer avec ma vitamine C, j'aurai un problème. Tu sais, je vais avoir un incident. Si je mange telle autre chose, on va l'assimiler plus facilement. Si je mange, bon, c'est un peu la même chose. Toi, là, tu joues avec tes enfants, fais un plaisir, c'est correct. Subitement, ta femme rentre à la maison heureuse, puis tu vas la voir, tu es capable d'être heureux avec elle. Mais là, tu es capable subitement d'assimiler le bonheur que tu as eu de tes enfants. OK? Pourquoi? Parce que l'énergie astrale de ta femme, mélangée à l'énergie astrale de tes enfants, va créer un mélange assimilable au niveau astral. Mais il y a encore des parties familiales au niveau de ta femme ou de tes enfants que tu n'arrives pas à assimiler. C'est un bonheur qui te fait souffrir. Et là, à un moment donné, tu rencontres un gars qui te plaît. Puis tu vas jouer le tennis avec, hein, voilà quoi. Tu rencontres une fille qui te plaît. Puis là, subitement, tu es plus heureux encore dans ta vie. Parce que le bonheur de ta famille, tu es capable maintenant de l'assimiler depuis que tu rencontres énergétiquement ce personnage-là. Mais là, quand tu reviens à la maison, parce qu'on ne veut pas astralement, on ne veut pas que l'humain soit heureux. Si l'humain connaît les clés du bonheur, de la joie, l'instantané, si l'humain connaît les clés du bonheur, il va se libérer totalement des manipulations astrales. Toutes les religions sont inutiles si l'humain est heureux. Les religions, ils vous promettent le bonheur. Si vous êtes heureux, il n'y a plus une seule religion qui est utile. Alors l'astral fait tout pour que jamais l'humain atteigne le bonheur. Puis l'être nouveau, la femme nouvelle, l'homme nouveau, l'enfant nouveau va finir par atteindre le bonheur. Mais là, on fait tout pour que l'humain soit pas heureux. Alors là, maintenant que tu gérer, c'est mieux placé. Quand tu rentres chez toi, t'es mauditement mieux. C'est là que ta femme ou ton mari, quand il te voit rentrer, il dit ouais, on va, il y a du fun avec l'autre, ouais, marrant. Mais non, c'est l'assimilation de ta vie qui te rend. Puis là, immédiatement, l'autre, et les mécaniques spirituelles implantées chez l'humain, vont immédiatement ramasser l'autre pour qu'il commence à empoisonner ta vie, pour pas que tu montes jusque-là. Pour pas que tu connaisses les clés du bonheur. C'est là que tu vas être sûr. Oui, quand tu reviens, toi, là, si l'autre est capable de baigner dans l'énergie que tu ramènes, elle va être automatiquement capable d'assimiler les bonheurs énergétiques qu'elle a ramassés avec son chum que tu connais pas, avec, etc., etc. Puis là, elle va devenir encore plus heureuse. Et toi, tu deviens encore plus heureux. Les enfants aussi, puis l'entourage aussi. Là, quand tu rencontres le gars qui joue au tennis, mais t'es encore plus heureux. Faut pas que sa femme il tape dessus quand il rentre à la maison. Bon, on va continuer la deuxième partie. On fait des questions.